Nous allons donc débuter ensemble cette deuxième table ronde. Partager, diffuser et rayonner. On a entendu cette volonté de construire un dialogue, Monsieur Steil, avec l'activité culturelle qui se déploie au sein de ce joli village. Je pense à Alain Dimé, qui vous regardait attentivement, qui acquiesçait très souvent à vos interventions. Bonifacio, aujourd'hui, est un Bonifacio en deux temps, urbain l'été, rural l'hiver. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis, Alain Dimé? Oui, la citation de Fabien Denez a décidément du succès. Hein. Puis ce matin, c'est vrai que bon, ça s'applique à beaucoup de villes littorales en Corse et Bonifacio tout particulièrement. D'ailleurs, les Bonifaciens sont les premiers à le regretter parce qu'on voit quand même très très nettement, j'ai quand même un petit peu de recul sur ce qui se passe en Corse et à Bonifacio de façon générale. Et c'est vrai que une ville en effervescence l'été et en léthargie l'hiver, ce clivage-là est de plus en plus marqué quand même. Et donc c'est un problème, hein. C'est une vraie problématique parce que c'est problématique sur les lieux de sociabilité qui ne s'inversent pas en plus, parce qu'on perd les lieux de sociabilité l'hiver parce que les gens décrochent, s'en vont. On est donné pour 3000 habitants, mais sur les 3000 habitants, peut-être que 2000, 2500, enfin les parents d'élèves, on a encore la chance d'avoir un collège, une école et un petit peu de vie culturelle associative dans la ville. Mais disons qu'on est vraiment à un étiage, en janvier-février, on est vraiment à un étiage de population. Et l'été ne reconstitue pas nécessairement les lieux de sociabilité. Il y a toujours autant de soucis, puisque là, en effervescence, les Bonifaciens sont dans la saison et un petit peu la tête dans le guidon. Nous, les enseignants et les quelques activités associatives que nous avons peut-être la chance d'être un petit peu sociables. Donc, dans cette logique-là, il y a une évolution qui est assez inquiétante. Et en même temps, Bonifacio demeure en Corse un point névralgique qui, du point de vue de la place de l'art et de l'art devient intéressant. Hein. Dominique Marchellesi tout à l'heure viendra compléter un petit peu mon propos en présentant un petit peu sa démarche. Mais c'est vrai que Bonifacio, petit à petit, reprend du sens de la vie en s'inscrivant dans son 21e siècle. Après avoir connu, il y a des gens qui me disent à Bonifacio, oui, moi j'ai l'impression d'être passé du 19e au 21e siècle directement. Tant les années 70 ont été brutales en termes de mutation. Bonifacio était une ville commerçante avec on exportait notre huile d'olive et notre vin jusqu'au milieu du 19e siècle. Puis, je ne veux pas accuser l'annexion à la France de tous les maux, mais c'est vrai que cette mutation s'est faite lentement et c'est un territoire qui est entré dans une agriculture de subsistance, a développé un petit peu sa pêche grâce à l'arrivée de migrants napolitains des îles napolitaines au cours du 19e siècle, et puis très vite est devenu surtout une cité militaire. Tout cela s'est étiolé et en 92, nous avons perdu les militaires. Ce qui fait que la ville est entrée de plein pied dans sa nouvelle vocation, le tout-tourisme. Tout est passé par le tourisme. Et là, il a fallu quand même essayer de reconstituer un petit peu du sens de la sociabilité. La prospérité était là, elle est arrivée. Mais en fait, cette transition brutale commence à donner quelques résultats aujourd'hui. Mais il n'empêche que, par exemple, et c'est là où je voulais en venir, le départ des militaires en 92 nous a laissé une friche militaire énorme. C'est-à-dire que l'espace Mont-Laur, dont la collectivité de Corse est propriétaire aujourd'hui, c'est 3 hectares de la presqu'île. Je ne sais pas si vous voyez la presqu'île de Bonifacio. Il y a la partie, ce que j'appellerais la partie civile, et la partie militaire prend la moitié, donc c'est la moitié, je veux dire, de la ville historique de Bonifacio. C'est énorme. Et là, c'est une friche militaire. En termes de bâtiments, c'est quelques 10 000 mètres carrés qui sont
toujours en friche aujourd'hui. Hein. Je ne porte pas d'accusation, c'est-à-dire que nous n'avons pas trouvé aujourd'hui la véritable vocation. On sait que c'est une vocation culturelle, mais on piétine difficilement depuis 92, hein, donc plus de 30 ans aujourd'hui, avec des feuilles de route, avec bon, c'est pas faute d'avoir travaillé, mais on piétine. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que dorénavant, Dominique en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, mais cet investissement, c'est-à-dire cette friche, l'art contemporain a montré que l'art contemporain, l'art en général, hein, Doumé en parlera aussi, a montré que l'art a horreur du vide. Ça c'est extraordinaire, parce qu'ils ont réussi à violer les lieux. Et c'est assez remarquable, puisque depuis 3 ans, ils ont pris la caserne française, ils l'ont investi, des lieux qui étaient en friche, même des friches commerciales, cette année même des friches commerciales, des lieux qui avaient perdu un petit peu du sens, et ils ont occupé, là, comme ça, grâce à l'art contemporain, avec un réseau magnifique. Et moi, j'ai regardé ça avec un œil très très gourmand, puisque je me suis dit, tiens, c'est peut-être par là que va venir le salut, et peut-être que la caserne française, par exemple, aura retrouvé une vocation. Ça n'est pas nouveau, puisque avec la collectivité de Corse, la regrettée Alain Alessandre avait déjà produit un projet sur la caserne française dans le cadre de cette feuille de route. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est que Bonifacio est devenu, dans sa saison urbaine, hein, l'hiver c'est autre chose, même si on continue à avoir une activité culturelle, mais dans sa saison urbaine, nous sommes devenus une ville qui, par sa politique, met à la disposition des artistes une manne extraordinaire qui est celle de quelques 2 millions, 2 millions 2,5 millions de visiteurs. Donc nous avons développé des lieux, des salles, des lieux extérieurs. La ville elle-même a ouvert ses murs à des expositions d'art, qu'ils soient contemporains ou autres. Et notre politique, c'est de mettre ces lieux gratuitement, j'y tiens, à disposition des artistes, et ces lieux sont aussi des points de vente. Je prends un exemple. Ange Félix, qui est un artiste qui travaille les vieux outils agricoles en fer qu'il récupère ici et là. Il fait feu non pas de tout bois, mais de tout fer. Et je le rencontre donc à Inaltadié, à Altagène, du côté dans le Talanais, et je vois ce qu'il fait. Je lui dis, viens nous décorer notre salle Saint-Jacques à Bonifacio, et tu prends la salle et tu vends tes œuvres. Voilà, il faut savoir que la salle a été visitée par bien entre 15 et 20 000 personnes, qu'il a pris des contacts, qu'il a vendu des œuvres, et que ça lui a fait un tremplin. Partons du principe que vivre de son art, c'est pas si évident que ça aujourd'hui. Hein. C'est pas croire que les artistes sont des gens riches. Et je pense qu'en art contemporain, bon, sur certaines pointures internationales, on peut le supposer, mais sur nos artistes locaux, ça n'est peut-être pas le cas. En tout cas, Bonifacio trouve du sens aujourd'hui. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est sorti quand même des années bling-bling, des années du petit âne en plastique et tout, et que on arrive petit à petit aujourd'hui à développer des parcours où l'art vient animer nos rues. Nous ne sommes pas encore Saint-Paul-de-Vence, mais petit à petit, entre les galeries privées et ce que le public met à disposition, le visiteur, le touriste, le Corse ou le Sarde ou l'Italien qui passe par là, ou quiconque, peut jouir d'une ambiance, d'un environnement qui est tout à fait intéressant et qui redonne du sens à cette ville qui l'avait perdu un petit peu dans la brutalité de ce passage où voilà, il a fallu s'adapter à un tout-tourisme dont le danger était qu'ils ne deviennent pas durables ou qu'ils deviennent trop consuméristes. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais témoigner. Ça ne résout pas tout, mais en tout cas, l'art a su,
investir le vide, et 2, redonner du sens à la ville qui n'est plus tout à fait rurale l'été, mais qui devient une sorte de point d'articulation névralgique. Dominique Marcellesi, cofondateur d'une organisation d'art qui s'appelle De Renava. Alors, ce qui est intéressant, en plus de toute cette démarche aujourd'hui d'occupation de l'espace, c'est qu'il y a aussi, en plus des lieux de l'ancienne caserne militaire, des endroits qui vont reprendre vie aussi au sein de la citadelle de Bonifacio, comme une discothèque, par exemple. Alors, ça serait réducteur de parler de ça, mais c'est dire que vous avez créé une biennale il y a maintenant 3 ans. Comment vous ont regardé vos amis bonifaciens, vous qui êtes jeunes, qui êtes implantés dans le territoire, qui êtes aussi pasteur, hébergé, un enfant de la ville, mais un enfant aussi de la terre, quand vous avez proposé une biennale d'art contemporain? Bisideva de Magagna, à peine. Un peu, oui, mais c'est un peu ce que vous évoquiez, j'ai plus le nom, mais l'événement de philosophie, là, voilà, le banquet. Le risque, c'est de passer un peu pour les illuminés de la rue d'Ulm, et de pas être compris par ses amis d'abord, et puis par la population locale, d'en partager, diffuser, rayonner. Le partager, je l'envisage de cette manière-là, c'est partager avec la population locale. Donc quand on fait un événement d'art contemporain, on peut vite tomber dans les écueils de la discipline qui nous séparent du territoire, de l'endroit qui accueille la manifestation. Nous, ça a été un objectif dès le départ de créer quelque chose de sur mesure pour le lieu, en partant des lieux, en partant du patrimoine militaire, civil et religieux de Bonifacio, et en imaginant la manière dont ça pourrait parler aux locaux. Alors la première manière, c'est évidemment le patrimoine, puisque les gens sont souvent rentrés dans l'exposition pour découvrir les lieux, peut-être avant de vouloir découvrir les œuvres, puisque c'était des lieux qui étaient fermés pour certains depuis plusieurs dizaines d'années, pour d'autres depuis toujours. Donc il y avait cette curiosité déjà de la découverte des espaces, et puis ensuite la rencontre avec des œuvres qui s'est plus ou moins bien passée, mais c'est au moins un moment de confrontation qui est toujours intéressant. La deuxième biennale, ce sera ce printemps? Alors voilà, la première, c'était en 2022. On a ensuite, à cette occasion, on avait ouvert 6 lieux, une quinzaine d'artistes venus d'un peu partout dans le monde, des noms assez importants de la scène internationale contemporaine, des noms aussi locaux, avec des espaces réservés à la création contemporaine locale, et notamment la scène émergente insulaire, sur l'événementiel, sur la performance, le live, mais aussi des installations. En tout, sur 2 ans, on a produit plus d'une trentaine d'artistes corses. Donc c'était quand même c'est une vraie satisfaction de ce point de vue-là. Ensuite, une deuxième édition l'année dernière avec un off. Donc on a cassé un peu le rythme biennal pour être actif un peu tous les ans, avec une collaboration avec le Centre Pompidou qui nous a prêté une quinzaine d'œuvres qu'on a pu exposer donc dans ces espaces. Là, c'était un peu la consécration pour nous institutionnelle, puisqu'on se tachait les services. Enfin, on a une collaboration de très bon niveau qui nous a fait énormément progresser d'ailleurs sur tous les points de vue. Et puis donc la deuxième édition de la Biennale qui a lieu cette année à partir du 10 mai jusqu'au 2 novembre. Donc on essaie de faire l'événement le plus étalé possible sur ce qu'on appelle assez tristement les ailes de saison, mais qui sont la fin de l'urbanité bonifacienne et le début. Et donc là, cette année, un événement qui se veut aussi très conscient de son territoire une nouvelle fois. Je disais tout à l'heure le lien au patrimoine, c'est notre premier angle. Cette année, on fait participer la population locale dans le choix de certaines œuvres, avec des processus de vote, avec la médiathèque de Bonifacio pour sélectionner certaines œuvres. On axe énormément sur l'événementiel, et on sort aussi un petit peu du champ stricto sensu de l'art contemporain à travers notamment des partenariats avec le musée du Palais Fèche et le musée national de Beyrouth pour exposer des œuvres qui rentreront en dialogue avec des installations contemporaines, mais des œuvres d'art classique, voire antique, avec une mosaïque notamment phénicienne qui nous viendra du Liban, et des œuvres du musée Fèche. Voilà pour Et une volonté de gratuité, on l'a rappelé tout à l'heure. Voilà, c'est important pour l'ouverture. La manière dont évidemment il faut
s'ouvrir, ouvrir les portes de ces espaces qui sont parfois un peu intimidants. La première des choses, c'est la gratuité. Donc c'est gratuit pour tous les résidents corses, sur présentation d'une carte d'identité ou... Mais sinon, oui, voilà, la gratuité, l'événementiel, les autres formes, confronter l'art contemporain à d'autres formes d'art. On sait que les gens visitent les musées, il y a 10-15% de la population française qui va dans les musées. On considère que c'est trop élitiste, souvent, oui, tort, oui. Mais c'est vrai que... Contemporain... On avait parlé avec M. Danez, le fait de franchir un musée, la porte d'un musée, quelquefois, on ne se sent pas... on a l'impression qu'on n'a pas la dimension pour le faire. Ouais, c'est hyper intimidant. Moi, j'ai été confronté à l'art contemporain en arrivant à Paris pour mes études. J'ai vu les galeries. J'ai dû mettre 2 ans à comprendre que j'avais le droit de rentrer, quoi. Donc, s'il y a un côté hyper intimidant qu'il faut casser. Ça se fait à travers la médiation, ça se fait à travers les outils de communication et de médiation. Il y a le digital de ce point de vue-là qui pose tout un tas de questions, mais qui est quand même une vraie porte d'entrée pour les publics. Il y a la discipline artistique, donc l'art contemporain, dans ces 15% de la population française qui va dans les musées, ça représente une partie assez faible. L'autre jour, il y avait sur le site, sur l'Instagram de la TC, ils avaient fait un sondage, pourquoi vous venez en Corse? Il y avait patrimoine naturel, les villages, les églises et les musées. Les musées, c'était 2%, donc bon, c'était clairement pas, on n'est pas sur un domaine porteur, donc il faut vraiment être assez innovant pour connecter à la fois avec les populations locales à travers ces processus que j'évoquais et connecter avec un maximum de gens qui viennent nous visiter, puisque Alain le rappelait, c'est plus de 2 millions de personnes qui passent à Bonifacio 2,5 millions, 2,5 millions. Tous les ans. Ouais. Non, mais nous allons partir dans une belle micro-région aussi, hein, Marie-Laura, je vous le dis. Oui, hein. oui. Le Giussani. L'art y a créé en 98. C'est ça, donc 1998, oui, donc ça fait longtemps. C'est un pari un peu fou au départ. Complètement, oui. Improbable, utopique, fou, sans doute. Très synthétiquement, 25 ans, un enfant du village, Robin Renucci, qui voit l'établissement Stabilment ou Battaligny, qui est en déshérence, on va dire, pas tout à fait en ruine, mais bon, dans un sale état, et qui imagine, vu qu'il vient de là, de faire un stage de réalisation dans cet endroit, c'est-à-dire un dispositif qui est au départ un dispositif jeunesse et sport, et d'occuper ce bâtiment, qui n'était pas en très très bon état, mais de l'occuper quand même. Les 6 premières rencontres se sont faites dans un bâtiment qui n'était pas réhabilité. Limite. Mais voilà, donc pour en faire un centre d'hébergement, pour pouvoir accueillir justement ce stage de réalisation, mais également, et ça depuis le début, puisque moi je suis arrivée quand même très tôt, il y a plus de 20 ans, et depuis le début, moi j'ai d'ailleurs été engagée là-dessus, sur ce projet-là, de développer des activités dès septembre à juin. Voilà. Donc là je suis pas synthétique du tout. Donc 25 ans se passent, hein. Il y a des activités qui se développent du coup tout au long de l'année, un gros stage de réalisation de 5 semaines pendant l'été, ou d'autres stages aussi pendant l'été, notamment des rencontres internationales d'étudiants du monde entier, mais également tout au long de l'année, un projet qui s'articule autour d'un pôle de formation par la création et un pôle de formation et d'éducation par la création. Plutôt théâtral, il y a les arts du cirque, il y a de la danse, on va dire du spectacle vivant, mais plein d'autres choses aussi maintenant, et toujours. Donc des classes vertes pour ce qui est de l'éducation artistique, entre autres, donc de nombreux élèves viennent créer, puisqu'on est tout le temps, même dans l'éducation, par la création théâtrale, donc viennent sur de la pratique théâtrale intense, puisqu'il reste en général 5 jours. Donc c'est 5 jours, faire de la pratique théâtrale dans ce lieu qui est un lieu... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, il y a l'établissement Battaligny qui permet de loger, mais à partir du moment où on l'a transformé en centre d'hébergement, on n'avait même plus les grands préaux pour pouvoir travailler. Donc, corollaire de la réhabilitation de cet établissement Battaligny, il y avait bien sûr la construction d'un outil théâtral. C'est là où le projet devient vraiment fou, parce qu'on est dans une vallée de moyenne montagne où il y a 250 habitants. Voilà. C'est la réalité du Giussani. Et de moyenne montagne, c'est-à-dire on est au-delà de 900 mètres d'altitude.
Donc, l'outil théâtral en tant que tel n'a jamais été, c'est drôle parce qu'on est donc, c'est intéressant d'interroger aussi la notion de diffusion dans un lieu qui peut difficilement, qui n'est pas sur un bassin de population, donc qui peut difficilement faire de la diffusion. Mais je pense qu'on est là pour dire que dans la ruralité, on fait forcément des pas de côté par rapport à la structuration, ce que je disais, institutionnelle, parce que c'est un autre type de diffusion en fait qui se passe. C'est vraiment autre chose on construit les choses différemment forcément. Et là, ça s'est construit beaucoup avec la population, beaucoup. Ça se serait pas fait sans la population. Ça s'est construit parce que ça s'est construit autour, même s'il n'y a pas de bâtiment réellement, de bâti historique patrimonial comme l'abbaye de la Grâce par exemple. Il y a cet établissement Battaglini qui a une forte portée symbolique très forte et qui a drainé une belle population, pas uniquement de la vallée, mais vraiment de villages alentours, Novelle, à Belgodère. Enfin, on a mené là un projet autour de... J'ai été à l'école à Battaglini et notamment sur le collège qui allait jusqu'au brevet supérieur. Il y a une très belle histoire derrière cet établissement et donc, voilà, ça se faisait pas sans la population. Alors bon, Robin Renucci était un gamin du village, mais qui a su fédérer aussi les pouvoirs publics, bien sûr, pour accompagner ce projet. Et donc, très vite, les pouvoirs publics l'ont accompagné, ont fondé un syndicat mixte, qui a donc réhabilité l'établissement Battaglini et qui a construit un outil théâtral qui nous permet d'accueillir, enfin, qui fonctionne aujourd'hui, qui est ouvert 300 et quelques jours sur 365. Et donc, on a des classes vertes qui viennent, c'est-à-dire que Romain le dit souvent, il le dit toujours, on a transformé les fameux handicaps, qui sont peut-être pas des handicaps d'ailleurs, je suis d'accord, quoique au quotidien un peu, mais les handicaps en atouts. C'est-à-dire, à un moment donné, on est loin de tout, on est dans l'isolement, on est dans une région qui est désertifiée, donc on va faire venir les gens. Donc ça a été vraiment cet effet de vase communicant, on va dire. Bon, il y a voilà. Et donc de les faire venir d'où qu'ils soient d'ailleurs. C'est-à-dire, ils pouvaient venir du continent, ils pouvaient venir de l'étranger, ils pouvaient venir de Corse. Je veux dire, je pense que pour un jeune du Niol, ou par exemple, ça peut être un vrai voyage, quoi, de venir dans le Giussani, parce qu'on sait qu'il y a ces frontières géographiques, qu'il y a ces micro-régions qu'on méconnaît, qu'on connaît pas, et voilà, on est un peu dans ce qu'on pourrait appeler l'ultra-ruralité, nous, quand même. Voilà. Et donc, voilà, bon, il y a des classes vertes, de la formation. Tout le programme, en fait, de l'ARIA est vraiment basé sur la formation au spectacle vivant en général. Et donc, comme c'est de la formation et de l'éducation par la création théâtrale, il y a toujours, en fait, restitution. Ce qui fait qu'il y a toujours, enfin, notamment la population, qu'elle soit de la vallée, qu'elle soit aussi plus large, de Balagne ou de Castifao ou Moltifao, ou même Corté, Bastia, ça peut aller très loin, ça dépend un peu des périodes de l'année. On a une restitution, donc on a un public qui vient, des habitants, tout le temps, de la vallée. Des rencontres théâtrales qui ont fidélisé la population, alors qu'au départ, elle était un peu surprise par le choix. Elles n'ont pas fidélisé, elles ont fait les rencontres théâtrales. Pas de manière je veux dire, l'unanimité, de toute façon, il faut toujours s'en méfier, je pense. C'est bien d'avoir de la contradiction dans les projets, mais je crois que, fait partie de la population. Fait partie de la population, c'est-à-dire, comment dire, non, la population a fait les rencontres internationales de théâtre en Corse. Je veux dire, il y a les flopées de bénévoles qui, faisaient les lits, aménager tout pour accueillir les stagiaires. C'était les gens du village, hein. C'était pas, on n'aurait pas pu à quelques-uns qu'on était à ce moment-là. Donc non, il y a pas toute la population, bien sûr, mais une bonne partie de la population quand même. Un travail artistique social. Donc c'est vraiment leur projet, quoi. Notamment les rencontres. Tout ce qu'on a fait à côté après par la suite, c'est non, il y a les rencontres, quoi. C'est pour ça aussi que c'est si... parce que c'est aussi porté par la population. L'événement estival, donc, mais qui est quand même autre chose qu'un festival. C'est pour ça, puisqu'il dure quand même 5 semaines au début et 4 semaines maintenant. C'est-à-dire c'est ce stage de réalisation où on accueille 80 stagiaires. On en accueillait beaucoup plus avant. 80 stagiaires qui viennent des professionnels, des non-professionnels, des amateurs, des jeunes qui se destinent au métier, des enseignants, des éducateurs, qui se rencontrent ensemble et qui, pendant
pendant 4 semaines, vont travailler à l'élaboration d'une vingtaine de spectacles, une vingtaine de projets présentés au public. Voilà. Pour les rencontres de l'ARIA. Pour les rencontres de l'ARIA. Et alors nous, pareil, c'est parce que c'est des restitutions, parce qu'on n'est pas dans le cadre du spectacle vivant, c'est gratuit, c'est l'adhésion en fait. Donc avec l'adhésion, on ouvre à toutes les restitutions, en tout cas, ou les représentations qu'on peut donner. Et j'ai pas dit, mais effectivement, on est devenu en 2021, donc on est Fabrica Culturale, et ici au niveau de la Corse, on est centre culturel de rencontre, donc depuis 2021. Et donc notre patrimoine, et ça c'est important, c'est en fait parce que j'aime bien, on parlait de développement tout à l'heure, c'est vrai que moi c'est un mot qui me gêne, surtout quand on est dans des territoires aussi petits. aussi, donc développer, oui, et c'est important. Je veux dire, ce que je pense qu'a mené le projet de l'ARIA, c'est de l'emploi pour des jeunes qui sont restés. Certains ont travaillé à l'ARIA, sont devenus maires dans la vallée. On a les 2 plus jeunes maires de Corse. Il y a des signes qui sont peut-être un pur hasard, mais pas complètement non plus, quoi. Faut pas, voilà. Mais par ailleurs, voilà, le syndicat mixte donc, qui s'est créé, qui gère l'établissement Battaglini, c'est-à-dire le centre d'hébergement, et qui est propriétaire donc, de H. à cet outil théâtral qu'on nous a mis à disposition, est un... Comment dire, ça fait 13 emplois dans la vallée, ce qui est énorme sur 250 habitants. Voilà, on est le plus gros employeur. Enfin, le projet, et c'est pas que nous, mais le projet, ça a créé du dynamisme associatif aussi, très important. Et ça, c'est avec lequel on travaille, évidemment, ensemble. Je veux dire, on essaie de créer des événements ensemble. Et pour le patrimoine, on n'avait pas, à part Battaglini, qui avait cette forte portée symbolique de patrimoine culturel immatériel, on n'avait pas véritablement le bâti, on n'est pas Royaumont, même pas l'abbaye de la Grâce. Donc c'était un peu délicat quand on nous a parlé de ce label. On s'est dit, on n'est pas éligible d'abord. Finalement, en réfléchissant, on s'est dit, mais c'est un peu bête parce qu'il y a quand même tout le patrimoine vernaculaire dans lequel on fait de l'art en plus. C'est-à-dire que nous, par exemple, les représentations, on a fait des andromaques en sentier. On a fait, voilà, il y a eu plein de choses comme ça qui se sont passées au fil du temps. Et on s'est dit, mais si on valorise ça, finalement, on valorise un patrimoine vernaculaire, on valorise les sentiers, on valorise les murs de pierre sèche, les moulins, on le valorise de fait. Donc, pourquoi ne pas le mettre en avant dans une candidature? Le patrimoine naturel aussi, puisque c'est quand même une vallée magnifique. Je ne sais pas si vous y êtes jamais allé, venez. Junsan, ça se mérite. Mais... On parlait de la communication, voilà. Pas besoin des réseaux sociaux. Elle est excellente. Et donc, donc voilà, c'est un peu... et donc, on a donc candidaté quand même sur patrimoine immatériel, sur patrimoine vernaculaire et patrimoine naturel. Et en fait, on a obtenu le label en 2021. Donc maintenant, on ne redéveloppe pas le projet, c'est pas le but. Le projet, il existe, il est assez fort, il a duré, il a 25 ans. On continue, mais du coup, on parle de déploiement ou de redéploiement, c'est-à-dire d'aller sur des territoires où on allait moins... Enfin, on y allait, mais on n'y allait pas de manière affirmée et assumée, je dirais. Alors que maintenant, on y va de manière beaucoup plus affirmée et beaucoup plus assumée. Donc, quand on fait un projet sur le patrimoine immatériel, culturel immatériel, on le fait vraiment et on va, je sais pas, aller, par exemple, chercher les témoignages d'une quarantaine de personnes pour pouvoir créer une lecture spectacle autour d'une thématique de patrimoine culturel immatériel. Voilà. Donc, on va vraiment, on réfléchit. On va pas faire visiter, on va pas faire de recettes parce qu'on va pas faire visiter comme on fait visiter une abbaye. On va pas faire visiter même l'outil théâtral ou faire visiter le parc. C'est pas le but. Mais par contre, voilà, développer des projets, notamment avec l'Office de tourisme, avec des partenaires. Ce qui est intéressant dans la démarche des CCR, c'est une démarche partenariale tout le temps. Et donc, avec les associations locales, même sur la vallée, des associations un peu plus loin à Moltifao, par exemple. Avec, elle parlait du plan paysage, donc qui est mené par une association qui s'appelle Osbir. Voilà, avec lequel on travaille. Toujours tisser des liens, toujours des rencontres. Toujours tisser des liens, partenariats, etc. Voilà. Élodie Pinet, Volpaio, là, on en parlait tout à l'heure, c'était une micro-région, c'était une façon de partir de Bonifacio. Vous êtes enseignante à l'Université de Corse. Ces thématiques que nous avons abordées d'ailleurs depuis ce matin, ce sont des sujets que vous abordez avec vos élèves en art. Régulièrement, évoquer l'évolution, pourquoi créer, comment créer, à partir de quoi, qu'est-ce que l'on fait grâce à la création. C'est le questionnement du lieu, et puis aussi des endroits
où l'on essaie de développer des choses. Je parlais tout à l'heure de Volpaiol, vous êtes investi aussi avec cette équipe. Volpaiol, c'est un tout petit village au centre de la Corse qui a des atouts, une jolie église, c'est un joli village, mais il n'a pas forcément peut-être les atouts d'une ville comme Bonifacio sur le plan touristique en tout cas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à attirer des gens dans des micro-régions comme ça, souvent méconnues, et c'est du militantisme, c'est du dynamisme, c'est du lien, c'est une équipe? Alors, en effet, créer dans le rural ou ne serait-ce que vivre dans le rural, c'est du militantisme au quotidien. Pourquoi moi je suis investie dans des zones rurales? Tout simplement parce que j'ai grandi entre Loti et Corté. Et donc zone rurale. Je pensais m'en sortir dans la vie. Je suis arrivée à l'université de Corse. Mes enseignants, c'était Tony Casalonga, Joseph Orsolini. Donc j'ai su que c'était fichu. Déjà à l'époque, au début des années 90, la question était de savoir ce qu'on pouvait encore sauver ou redynamiser. Donc là, on est 20 ans après ou 30 ans après, les questions continuent à se poser. Donc, moi, j'ai toujours été dans le milieu associatif. Petite, je nettoyais les chaises pour les balles du village. On avait des associations au village. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été très investie dans l'association de mon village, Loti Ojedumane, au début des années 2000. Et un jour, donc nous on prépare toute la saison, on faisait des choses principalement l'été, et puis un jour, on parlait tout à l'heure de, je sais plus qui a dit, les gens qui viennent de Versailles, une de mes cousines de Versailles me dit, on est arrivé, qu'est-ce que tu nous as prévu pour cet été? Et là je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui m'a échappé en fait. En fait, ça fait 10 ans que je travaille pour les gens qui viennent l'été au village. Et donc là, on a changé complètement l'axe de travail. Parce que finalement, alors, la Corse est une zone rurale, je pense, vraiment. Et l'été, elle est un peu perdue dans une forme d'urbanité, mais qui lui échappe totalement. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui fait qu'on va pouvoir faire des choses vraiment de façon constructive pour le territoire, il me semble, sont perdus dans l'été. Nous, tout ce qu'on fait, que ce soit sur le Niol ou bien en effet à Volpaiol, là je vais en parler, ça se joue principalement par l'éducation et le fait qu'on puisse travailler sur la période scolaire avec des scolaires. C'est-à-dire que pour nous, il ne peut pas y avoir de création s'il n'y a pas en plus cette éducation du regard, du geste et la façon dont on va pouvoir travailler avec des gens qui sont présents sur les lieux. Et le premier travail, il a été là. Ça a duré quelques années avant qu'on développe des projets un peu plus ambitieux, en tout cas au départ sur le Niol. Et un jour, donc Patrick Vignol, qui est originaire de Volpaiol, est venu me chercher parce qu'il voulait lui aussi créer il voulait monter une association dans son village. Et comme chez nous à l'Hôte, il n'avait pas de lieu. Donc l'idée, c'était de pouvoir, en tout cas, soit permettre la création, soit permettre la diffusion d'œuvres. Alors on est dans un champ qui est plutôt interdisciplinaire. L'idée c'était pas de se cantonner à un axe lié à l'art. Et on s'est rendu compte que les 3 communes très proches, Volpaiol, Ascolca et Campitello, en fait, comme chez moi, en fait, on avait 30 personnes l'hiver et 300 l'été. Donc qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait pour faire des choses pour les 30 personnes qui étaient là l'hiver? On sait que Volpaiol, là, c'est à 25 minutes ou à 20 minutes de Bigou. Il y a du spa du Carlo, qui ne veut pas dire que les gens y vont. En général, d'ailleurs, ils y vont pas. Je mets fin en suspense tout de suite. Donc, du coup, comment est-ce que nous, on fait venir des gens, sachant qu'on a un budget qui est, mais il tient là-dedans, je pense, à peu près sur l'année. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour faire des événements tous les mois, du 1er septembre au 30 juin. Il y a 12 événements sur l'année en moyenne, tous champs disciplinaires confondus, du théâtre, des expositions d'art, de la musique. On a fait des stages photos avec des restitutions photos. Et en fait, ça tient principalement à l'énergie des gens qui sont là. Donc moi, je crois pas que le rural soit un sujet d'étude ou un contexte à s'approprier. Je pense que tout simplement, c'est l'art qui va permettre de faire que de donner du sens en fait au lieu où l'on est. La question c'est pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Voilà, moi je suis enseignante en art, j'ai suivi des études d'art, j'ai mon atelier au village. La question c'est pas savoir ce que je vais pouvoir faire et où est-ce que je vais pouvoir créer. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que
pour que ce que je fais finalement au quotidien ait du sens là où je suis. Et comment est-ce que les gens qui sont avec moi vont pouvoir aussi comprendre ce que je fais. Et je pense que si on contextualise les pratiques à un moment donné, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de communiquer. On n'a pas besoin de faire un effort de médiation extrême puisque finalement ce qu'on fait parle aux gens du territoire en fait. Donc nous c'était ça. Nous, notre angle d'approche c'est celui-là. C'est de se dire qu'on a des gens qui sont compétents, on a des gens qui ont envie de faire des choses et la difficulté c'est à chaque fois de réussir à monter des projets et de trouver le maillage nécessaire pour être aussi accompagné par moment. Parce que bon, le nerf de la guerre, de toute façon, il est financier, hein, faut pas se leurrer. Alors nous, on se paye pas, hein, on est que des bénévoles. Moi, je suis pas très douée parce que toutes les structures où je suis, il y en a pas une où je suis salariée, hein, je gagne rien. Ça me coûte même plutôt de l'argent, on va dire, au quotidien. Mais en effet, il y a ce militantisme. Et donc, quand Patrick Vigneault il a décidé de monter cette structure à Volpaïo, là, c'est tout bête. C'est simplement parce qu'il y a un axe. Bastia, Corté, Ajaccio, Barquette, tout le monde connaît, je pense. Le feu rouge, le radar de Barquette, ça tout le monde voit. Volpaïo, là, je suis pas sûre. Et pourtant, c'est à 5 minutes en voiture. Et tout d'un coup, on bascule, on est dans une autre vallée. Et en fait, on s'est rendu compte avec Patrick qu'il y avait énormément de choses à faire et que les gens étaient en demande. Et qu'en fait, dans le village, là, on pensait que c'était vide, il y avait vraiment des gens qui étaient là, mais qui ne communiquaient plus ou qui en tout cas avaient perdu, si vous voulez, le point commun qui existait avant, en fait, intrinsèquement dans les villages. Donc la question, c'était de savoir comment on pouvait redonner un point commun aux gens qui étaient dans les villages, que ce soit en semaine ou même le week-end. Hein. Déjà, si on arrive à fédérer, je sais pas, on a fait des spectacles, il y avait 500 personnes. 500 personnes sur une zone hivernale à Volpaïo, là, c'est que vraiment, ça avait du sens, vous voyez. Donc voilà. Un lieu doit peut-être créer son public. Vous pouvez passer le micro à votre voisine, exactement. Lisa Ménian, quel est votre regard justement sur ces créations dans des endroits qui n'ont pas forcément un atout premier, comme l'abbaye par exemple, dont on parlait tout à l'heure, mais qui à un moment donné, autour d'une dynamique, autour d'une émulation et du lien que l'on peut créer, arrive à faire naître quelque chose d'attractif sur le plan artistique? Merci pour cette question. C'est toujours un peu compliqué pour moi parce que moi j'ai pas une parole située dans le sens où je suis pas actrice sur les territoires que j'ai observés. Mais néanmoins, et puis il faut dire que c'est aussi quand même les 4 lieux où je suis allée, il y a cette envie de faire quand même rayonner un petit peu certains lieux, de faire rayonner des pratiques dans le sens d'exposition, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un enjeu qui revient quand même beaucoup, la question des habitants, habitantes, et j'ai l'impression que c'est des personnes qui ont aussi fait le choix de s'implanter, alors certes en tant qu'artistes, mais finalement en tant qu'habitants, habitantes de tous ces villages, et que finalement presque peu importe qu'ils soient artistes ou dans un autre domaine. Enfin, je pense que les artistes, en effet, il y a quand même toujours cette question de la création et de la monstration, mais ça reste aussi des penseurs comme nous toutes et tous ici, enfin peu importe le domaine, et d'être aussi actifs dans les rapports d'échange finalement. Et ce qui revient beaucoup aussi, c'est ces questions vraiment de convivialité et de comment rencontrer aussi les autres personnes actives sur le territoire. Pas forcément du domaine de la création ou de la culture. Et finalement, je pense que c'est aussi cet endroit-là où ça peut permettre aussi de démystifier un petit peu les anticipations qu'on peut avoir face à vraiment des formes plastiques qui peuvent nous sembler parfois hermétiques, et finalement de rencontrer les personnes qui sont à l'origine de ces formes, de ces lieux. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi la clé, peut-être de tous. Enfin, pas la clé, mais un axe en tout cas. Je sais pas. Y a-t-il des questions, des remarques dans le public? Tony Casalonga, ça doit vous parler, cette réflexion, depuis un petit moment? Moi, déjà, ce que ça me dit, c'est que ce qui est en train de se passer là, c'était proprement inenvisageable. Inenvisageable pour plusieurs raisons. La première, c'est que la notion de possible n'existe que si on l'imagine. Et quand l'imaginaire est bloqué, eh bien, il n'y a plus de possible. Et par exemple, pour le jeune futur artiste que j'estimais être au lycée d'Ajaccio, où le professeur de dessin était absent 6 mois
par an, quand même. Tout pour une raison facile à comprendre, c'est que nous le désespérions. C'était le prof qu'on chahutait par principe. Donc, imaginez d'être dans ce bain-là et d'imaginer que, d'une part, il peut y avoir quelque part le monde de l'art, que ce monde ne soit pas inaccessible, et quand on le découvre, s'apercevoir que finalement, l'endroit où on rêvait d'aller produit comme sentiment inverse l'envie de retourner là où il semble que cette pratique semble la plus utile. C'est le renversement. Le mot a été utilisé très souvent d'ailleurs, de différentes façons, par les intervenants que j'ai entendus jusqu'à présent. Et ça me fait penser que, par exemple, qu'est-ce que c'est qui nous représente? C'est la tête de Moore. Mais moi, je ne suis pas noir. Vous non plus. Donc, en fait, c'est l'autre qui nous représente. Sans compter que je m'étonne, mais finalement, j'ai fini par la trouver. Je me dis, tiens, incroyable, il n'y a même pas une tour génoise. Parce que la tour génoise, c'est l'emblème de la Corse. Mais pas du tout. La tour génoise, que je sache, elle est génoise. Donc, en fait, c'est toujours l'autre, et l'autre part qui fait partie, au fond, du rêve de l'artiste. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que là, justement, vous êtes tous là, vous représentez par la pensée le fait que, en fait, on peut être l'autre de soi-même. Et c'est ce renversement-là qui est finalement le renversement intéressant. C'est pour ça que le monde de l'art, si on peut dire qu'il est réservé aux princes, donc aux cités, finalement, aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de devenir l'art des espaces libres. Et les espaces libres, où sont-ils? Eh bien, ils sont de ce qu'on appelle, malheureusement, d'un mot qui ne nous appartient pas, la ruralité. Et je vais en rajouter une opinion supplémentaire à propos de ce qu'a dit tout à l'heure Fabien Danez, qui effectivement, il y a deux Corses en deux temps, une rurale totalement et une urbaine totalement, mais je crois que c'est à la fois vrai et peut-être plus complexe que ça, parce que ces deux mondes s'interpénètrent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que Damien, vous l'avez dit, vous avez fait en quelque sorte une relation dialectique entre le global et le local. Qu'est-ce que c'est que le local? Ben, par définition, c'est un lieu entouré de murs. Et peut-être que je vais finir, c'est toujours agréable, sur une phrase qui n'est pas de moi, mais qui fait écho à ce que vous avez dit. Qu'est-ce que c'est que l'universel? C'est le local sans les murs. C'est ce que vous avez démontré aujourd'hui. Ringraziabile. L'art des espaces libres. Je vais vous tendre le micro une dernière fois, puisque notre table ronde est déjà en train de se terminer. Elodie, vous voulez conclure? Venez à Artello voir des événements. Venez au NIO quand on a des artistes. Cette année, on part à Barquette. Justement, on fait un maillage entre plusieurs associations. Donc, par exemple, Populart sera présent à Artello ou à Barquette. Et dans le Cap Corse également. Donc, voilà. À Loti. Merci beaucoup. Okay. Les amis, vous voulez conclure? Je vous invite à aller découvrir tous ces lieux dans le Limousin et dans toutes les autres régions. Un grand merci. Alors, Bonifacio aujourd'hui prend, c'est vrai, une autre dimension par le biais de l'art et puis par le biais aussi de la langue bonifazinka qui reprend aussi du poil de la bête. Et ça, c'est important de le dire parce qu'il y a aussi ce travail de valorisation de choses très importantes. Donc, c'était un petit clin d'œil à Alain Dimil que je voulais vous faire. Oui, merci pour notre patrimoine immatériel aussi à Bonifacio. Bonifacio aussi concentre une grande part du patrimoine, une bonne part, pas une grande, une bonne part du patrimoine de la Corse. Et la conclusion, c'est l'art, la culture, le patrimoine matériel et immatériel comme une forme de résilience, parce que une ville comme Bonifacio peut facilement être submergée
par le consumérisme, l'acculturation et perdre complètement son âme. Et là, je pense qu'avec, sans perdre l'esprit d'ouverture, et on peut trouver dans l'art, la culture, une forme d'alternative à ce qui pourrait facilement nous faire effondrer cette belle ville et puis tout ce qui a été construit au cours des siècles. En tout cas, merci pour l'invitation. Un petit peu en dehors de mes champs disciplinaires habituels. Merci à tous. Je fais une parenthèse, mais pour ceux qui ont envie d'écouter de la langue corse chantée et qui ne connaissent pas le corse et qui ne comprennent pas le corse, Alain Dimelio, il ne le dira pas parce qu'il est modeste, mais il a écrit des textes pour un groupe qui s'appelle Bogevant, entre autres. Et si vous allez sur YouTube, ça fait partie des chansons qui sont vues plus de 2 millions de fois. Donc c'est de l'art. Et donc ça s'appelle par exemple Azerva ou alors au Général et allez pianoter. Je vous donnerai même les liens tout à l'heure si vous voulez. On reste à Bonifacio, Dominique Marcellès. Je crois que vous avez abandonné votre travail principal aujourd'hui pour vous consacrer à l'art. Vous avez eu raison. Le temps et le nombre limité d'heures dans une journée qui empêche de tout faire. Mais pour rebondir sur l'histoire du local, nous on est en plein là-dedans avec ces casernes militaires qui sont emmurées et avec des murs d'une épaisseur assez impressionnante et que l'art permet de rendre toute légère et voire transparente en ouvrant ces espaces. Et donc on n'est pas vraiment dans le rural, c'est une définition du rural construit, c'est un peu particulier, mais je pense que c'est un propos qui peut être transposé dans beaucoup d'autres endroits en Corse avec un patrimoine bâti assez vaste et dont beaucoup d'espaces sont aujourd'hui inutilisés. Donc si ça peut donner des idées ailleurs en Corse, ce serait super. Rendez-vous pour les secondes biennales, ce sera donc au printemps. Ouverture les 10 et 11 mai avec 2 soirées d'ouverture qui démarreront en fin de journée. Parcours ouvert de l'exposition, conférences, performances de danse, concerts, soirées. Une édition sur le thème de la chute des empires, merci Alain. Tout un programme. Chute des empires, donc en Corse, avec l'empire sous toutes ses formes, colonial, napoléonien, romain, l'empire des mœurs, tout un tas de choses à aborder à travers une quinzaine d'œuvres. Merci beaucoup Jean-Sébastien Steil, je vous laisse conclure. Merci pour être venu déjà, et puis votre regard aussi sur ces personnes que vous avez pu croiser aujourd'hui et leurs projets. Non, mais merci infiniment à vous pour l'invitation. Moi, à l'écoute de Monsieur Dimelio, une similitude m'est apparue d'évidence, c'est autour de la question des réussites paradoxales. C'est-à-dire que la réussite du modèle touristique ou la réussite du développement urbain de Bonifacio avec l'activité militaire apparaît a posteriori comme un échec finalement, puisque ils sont partis, mais... Pas d'autres ont dit on a perdu notre économie, mais ils sont partis. Mais la similitude, c'est avec le modèle de la viticulture languedocienne, c'est la question de la dépossession. On est dans un système de polyculture méditerranéenne. Et il y a une grande réussite qui s'impose à tous, qui est la monoculture viticole, et qui fait table rase de l'existant, qui fait table rase des références, qui fait table rase des représentations, de l'identité locale, à laquelle chacun adhère. Personne ne s'est érigé contre le développement agro-industriel de la viticulture languedocienne. Chacun a adhéré à ça. Et aujourd'hui, avec l'échec de ce modèle, on a l'évidence d'un double échec finalement. Double échec, parce qu'avec l'échec de la monoculture, l'évidence d'une dépossession est mise à jour. Et que finalement, du coup, ça m'inspire, puisqu'on avait cette question du développement, peut-être se méfier de cette notion de développement et lui préférer la notion de vivant. Le développement, on va l'aborder justement aussi dans notre 3e table ronde. Vous allez y rester avec nous, Jean-Sébastien Steil ? Ça fait la transition, c'est parfait. Ah ben voilà, tout est dit.